Oui, les études littéraires ont des débouchés. Comptons avec les littéraires. Et c'est à vous à aller lire les livres, à aller voir d'autres confrères qui ont eu ce style de pathologie, avec votre superviseur, enfin, vous voyez, à faire tout ce travail. Et ça aussi, hein, on étudie à vie. Enfin, tant qu'on est... voilà, Fatim, voilà, elle confirme. Tant qu'on est on reçoit des patients, on va étudier. C'est comme ça. Donc, on lira tout le temps. Effectivement, je n'ai pas parlé tout à l'heure des livres, mais je vais avoir 6 ou 7 livres de différentes pathologies, les différents trucs et tout de chevet. Voilà, ça fait partie du métier. Exactement, ouais. On est en formation constante. Après, je pense que si on a choisi aussi ce métier, c'est parce on aime apprendre. On aime ça, vraiment. On aime lire, on aime découvrir et aider, bien entendu. Tout à l'heure, Rachel, tu disais quelles sont les qualités du psychanalyste. Céline, tu l'as dit, quoi qu'il en soit, c'est effectivement, ça va être l'écoute, beaucoup d'écoute, d'observation. Ça, c'est des outils. De toute façon, c'est de langage. C'est la parole de l'analysant. On va vraiment s'appuyer dessus et beaucoup d'écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast Comptons avec les littéraires. Nous sommes aujourd'hui avec Fatim. Bonjour Fatim. Bonjour. Et Céline No. Bonjour Céline. Bonjour Rachel. Vous êtes toutes les deux psychanalystes. C'est ça. Alors pour commencer l'entretien, je voudrais vous demander quels sont les livres qui vous ont aidé à grandir et quel type de lecture vous attire le plus aujourd'hui? Je te laisse commencer, Céline. Ok. Alors, moi, quel style de livre m'aide à grandir? En fait, j'ai pas de style particulier. J'aime me perdre dans les librairies. Et puis, il y a un titre qui va m'attirer, il y a une image qui va m'attirer, et puis je vais le prendre. Alors, des fois, je suis déçue, des fois, je suis contente de ce que j'ai lu. Moi, j'aime beaucoup aujourd'hui, en tout cas, les livres qui m'embarquent dans des histoires et derrière qui ont une morale. Où on va se dire ah ouais, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas vu les choses sous cet angle. Donc ça peut être des essais littéraires, comme ça peut être des romans, comme ça peut être du fantastique. J'ai pas réellement de style particulier. C'est vraiment, je le fais au feeling en fait. Et toute petite, comment est-ce que tu es tombée dans les livres? Par quel livre tu as commencé? Alors, j'ai commencé très tard, j'ai commencé au lycée et c'est avec Albert Camus. Ah oui, carrément. Ouais, c'est avec La Peste, qui était un livre qu'au début, je me disais non, c'est pas possible, je vais pas lire ce livre. Et puis, en fait, je l'ai trouvé extraordinaire. Je n'ai pas décroché les yeux parce que moi, dans ma famille, la littérature, c'est pas notre truc. On ne fait pas des études littéraires, on fait des études scientifiques. Donc, et puis, j'ai été malmenée par les enseignants de ce côté-là. Du coup, les livres, je les ai découverts qu'au lycée. Alors, Fatim, c'est... Alors, de mon côté, j'ai lu très tôt. J'ai aimé lire déjà le journal à mon grand-père. J'étais la seule petite enfant qui a su lire, qui lui lisait en fait le journal. Donc déjà, j'avais cet attrait pour la lecture assez tôt. Et puis petit à petit, c'était plutôt des histoires où il y avait du mystère, une quête, voire même une enquête, quelque chose à élucider en fait. Donc c'était le Club des Cinq, la Agatha Christie, des choses comme ça. Et puis aussi, en grandissant, les biographies. Et je peux dire que les biographies ont façonné une partie de ma jeunesse, celle de Lady Diana, par exemple. Et puis après, il y a eu des romans comme Boule de Suif et aussi Le Sagouin.
Alors, c'est triste et ça permet aussi l'imaginaire, en fait, quand on lit, on se construit une histoire sur l'histoire et on se construit surtout des images représentatives de cette histoire. Et voilà, je me suis laissée embarquer là-dedans. Et au jour d'aujourd'hui, je suis je marche un peu comme Céline, un peu à l'instinct, je vais dire. C'est effectivement, s'il y a un titre qui va me plaire, je vais me dire, ah ben ça m'a l'air plutôt pas mal, donc je vais y aller. Et c'est pas mal sur le bien-être et aussi des ouvrages sur la santé mentale, des articles sur le corps humain, le cerveau, ça m'intéresse aussi pas mal, ouais. D'accord. Donc, toutes les deux, vous ne vous basez pas en fait sur des conseils de personnes autour de vous. Vous allez comme ça fouiner un petit peu dans les librairies. Ah si, ça arrive. Ça arrive, il y a toujours un ami, un collègue qui va te dire, ah mais tu l'as lu? Oui. J'y vais, je regarde et puis après, si ça me parle, je prends. Ou sinon, après, on se prête aussi des livres entre connaissances et entre amis et ça, c'est un bon partage aussi, ouais. Ok, donc on va aller vers vos études pour un petit peu mieux vous connaître et mieux connaître votre parcours. Céline, donc tu as commencé un petit peu à aborder la question. Donc toi, on peut dire en fait que tu es une littéraire contrariée puisque tu as été orientée vers un doc de chimie au départ. Oui. Et finalement, tu as réussi à trouver ta voie. Donc, tu es aujourd'hui donc psychanalyste et tu vas nous dire ça, mais coach, art thérapeute et sophrologue. Est-ce que c'est ça? Alors, je suis psychanalyste, c'est mon Hmm. métier. Après, c'est ma pratique qui est mon expérience personnelle et professionnelle qui m'a emmenée à avoir une pratique de la psychanalyse qui est peut-être un peu différente de ce que l'on peut voir. Mais voilà, je suis psychanalyste. Donc, et dans la psychanalyse, pour aller toucher l'inconscient, je vais utiliser différents outils comme l'art-thérapie, comme les rêves éveillés, et que j'utilise la sophrologie pour aller travailler en rêve éveillé parce que en relaxant le corps, eh bien, on s'est aperçu que les défenses au niveau du mental, au niveau de l'inconscient, s'abaissent. Et donc, on peut aller toucher des choses un petit peu plus profondes. Et le coaching, c'est parce que prendre conscience, c'est bien, mais on sait aujourd'hui, et grâce aux neurosciences, que il y a une reprogrammation mentale, une rééducation du mental qui doit être faite. Et ça, il faut des outils pour pouvoir le travailler chez soi. Donc voilà, ma base, c'est je suis psychanalyste, je travaille avec l'inconscient, et c'est les outils que j'ai dans ma boîte à outils que je vais utiliser suivant les personnes et suivant ce qui se passe durant les séances, en fait. On va peut-être creuser un petit peu tout à l'heure voilà, autour des outils. Voilà, quand on parlera un petit peu quand on va aller creuser sur le métier, justement. Ouais. Alors, Donc, Fatim, voilà. Donc, alors, moi, ce que je sais apparemment, tu as Oui, fait une licence, tu vas nous dire si c'est bien ça, une licence en communication donc, à l'Université des Lettres de Montpellier et un diplôme universitaire en études criminelles à la faculté de droit ainsi qu'un DU en droit et santé, puis un oui, master en sciences du langage. c'est bien ça, oui. Ça Voilà. Et ensuite, tu as eu un diplôme d'état d'aide-soignante et tu as exercé en tant qu'aide-soignante avant de devenir psychanalyste. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai toujours voulu apporter un accompagnement, un soin à l'autre. Et du coup, oui, j'ai exercé en tant qu'aide-soignante. Aujourd'hui encore, je fais des remplacements dans des EHPAD particulièrement. Et voilà. Alors, est-ce que vous voulez bien nous expliquer quel est le rôle du psychanalyste? Parce que je pense que parfois, on n'arrive pas bien à faire la différence entre un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un psychanalyste, en fait? alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Je pense que Fatim aussi, on doit lui poser souvent. Ouais. Quelle est la différence entre un psychologue et alors un psychiatre, on sait, les gens savent en général, ils savent que c'est le médecin, c'est lui qui prescrit, Voilà. qui pose les diagnostics. Ouais. Mais psychologue et psychanalyste, ils ont du mal à faire la différence. Et alors,
le psychanalyste, moi, c'est ce que j'explique, c'est qu'il travaille sur l'inconscient. C'est-à-dire que on a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie et on ne sait pas pourquoi. On ne se rappelle pas forcément d'avoir vécu un traumatisme, ça peut être un exemple, et il y a quelque chose qui ne va pas. Ben là, ok, on va se tourner vers un psychanalyste pour aller voir dans son passé, pour aller voir, pour remonter peut-être dans les générations, dans son enfance. On peut aussi avoir travaillé sur un traumatisme que l'on connaît, et puis il y a des choses qui reviennent malgré le travail qu'on a fait et on ne sait pas pourquoi. Ben là, on va se tourner aussi vers un psychanalyste. En fait, c'est tout ce qui est dans l'inconscient, tout ce dont on n'a pas conscience. On se pose des questions, on veut comprendre le pourquoi du comment. Je rajouterais, donner du sens à son histoire. Ouais. Est-ce que vous voulez bien nous raconter comment vous êtes devenu psychanalyste et puis nous détailler un peu justement quels sont les différents types de thérapies et quelles sont celles que vous utilisez? Je laisse la parole à Fatim, j'ai expliqué tout à l'heure, déjà moi. D'accord. Alors, comment je suis devenue psychanalyste? Je pense que ça a été une évidence au bout de... par rapport, mais c'est pas seulement professionnel en fait. Je vois ça plutôt comme un attrait, enfin comme une vocation, j'ai envie de dire. J'ai toujours voulu accompagner l'autre. J'ai toujours eu cette facilité, j'ai envie de dire, à créer du lien et à attirer. Je sais pas si c'est une bonne chose à la base, mais en tout cas, j'ai réussi à le transformer, je crois, en partie, à attirer des personnes qui avaient des difficultés à se comprendre et qui m'abordaient, que ce soit dans les milieux professionnels où j'ai pu exercer ou des choses comme ça. Donc, au bout d'un moment, je me suis questionnée, je me suis dit, mais de tout ça, qu'est-ce que tu peux en faire? Et à un moment dans ma vie, je n'étais pas forcément au top. Et là, je me suis tournée vers une psychanalyste. Et en même temps, je projetais de faire le métier. Mais c'était surtout, à la base, commencer par faire un travail sur moi-même. Parce que, oui, à la différence d'autres psys, le psychanalyste, lui, il a fait un travail sur lui en profondeur et avant d'exercer. Donc ça, c'est important à préciser. Ouais, donc c'est arrivé de cette manière-là. À la fac, j'avais pris, je m'en rappelle, mention psychologie. Déjà, j'étais assez intéressée par tout ce qui était psy. Et je n'ai pas poursuivi, je pense que je n'avais pas la maturité. Et du coup, une fois que j'ai senti que j'étais prête, j'y suis allée. En fait, mon parcours, ressemble à ça. C'est vraiment parti de quelque chose de personnel. Et est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment tu travailles? Alors, moi, j'ai une clientèle plutôt adolescente. Elle est arrivée à moi parce que je me rappelle, enfin, une fois que j'ai eu terminé, une fois que j'ai été autorisée, je m'étais dit, l'enfance, c'est délicat, l'adolescence aussi. Et je ne voulais pas forcément me tourner immédiatement vers ce public-là. Et puis, comme quoi, c'est ce qui est arrivé à moi. Donc, du coup, avec les adolescents, ça va plutôt être une psychothérapie analytique, c'est-à-dire du face-à-face. J'ai eu très peu de personnes sur le divan. Et donc, du coup, c'est plus en dynamique. C'est des problématiques sur leur construction. Et donc, on va creuser, mais pas... après, ça dépendra des individus, bien entendu, mais voilà, ils ont une problématique de l'instant, en fait, plutôt, j'ai envie de dire, et ils veulent comprendre ce qui se joue. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire. Je me tourne un petit peu vers Céline. Si tu veux nous expliquer déjà comment tu es arrivée à devenir psychanalyste, et puis ensuite, comment tu travailles. Alors, comment je suis arrivée à être psychanalyste? Eh bien, dans ma vie, il y a eu un séisme où moi, j'ai vécu la violence conjugale. Donc, du jour au lendemain, j'ai dû tout quitter avec mes enfants, mes 3 enfants sous le bras. Je me suis retrouvée sans rien. Et là, un chemin personnel qui commence, un travail personnel, une remise en question de tout, forcément, essayer de comprendre le pourquoi, du comment. Pourquoi j'en étais arrivée là, alors que effectivement, dans le caractère que j'avais, rien ne pensait que je pouvais vivre ce genre de choses. Et c'est en fait, alors je suis passée par l'énergétique,
par tout ce qui est énergétique, tout ce qui est développement personnel. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est mon esprit scientifique qui parle. Donc, comme quoi, je suis quand même contente d'avoir fait des études scientifiques parce que j'ai ce côté de recherche clinique qui est en moi. Et donc, je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai découvert l'inconscient. Et je me suis dit, ah ouais, l'inconscient, il a vraiment un impact énorme sur nous. Et on ne s'en rend pas compte. Et donc, j'ai commencé à aller travailler pour être psychanalyste, pour être psychopraticien. Et puis, et je me suis dit, non, il faut que tu pousses plus loin, il faut que tu ailles plus loin. Et c'est là que j'ai poursuivi pour être psychanalyste. J'ai fait cette analyse des choses, donc ce côté scientifique, a fait que j'ai fait d'autres études en même temps que psychanalyste. Et donc, du coup, dans ma pratique, j'ai une approche clinique, comme on dit, qui est clinique, qui est que je vais regarder, je vais faire évoluer la pratique que je peux avoir. Je vais tester. Et c'est pour ça qu'un psychanalyste, il est encadré, il est supervisé justement, parce qu'on est quand même seul avec nos patients et qu'à chaque fois, c'est une découverte de l'inconscient de l'autre, du monde de l'autre. On va dans son univers à lui, ce n'est pas lui qui vient dans notre univers. Et le danger, il est là. C'est justement de se perdre dans son univers ou d'emmener notre univers dans l'univers de l'autre. Donc, c'est important d'être encadré, mais après, on a nos outils en tant que psychanalyste pour aller accompagner la personne. On est des accompagnants sur le chemin qu'ils veulent emprunter. Donc justement, je voulais vous demander comment se déroule une séance de psychanalyse et puis est-ce que vous pouvez identifier en fait quelles connaissances et quelles compétences ça va demander de votre part? Alors, les connaissances, ça va être tout ce qui est quand même théorique. Il y a quand même beaucoup de courants psychanalytiques. Donc, il y a énormément de connaissances à avoir. Après, on a chacun sa sensibilité. Il y a des courants qui vont nous parler plus que d'autres. Alors, comment, du coup, on va choisir son psychanalyste? Ça va être vraiment par rapport à sa personnalité. Il y a pas de concurrent entre psychanalystes ou entre psy, j'ai envie de dire. C'est vraiment la personne, c'est la personnalité qui va faire que, tiens, j'ai quelque chose à travailler et cette personne-là va me permettre de le travailler. Donc, il va y avoir cette accroche, ça va marcher, ça va matcher, comme on dit. Et là, c'est notre façon de faire qui va créer un lien avec l'autre. On va créer un lien de confiance qui va faire que l'autre va nous parler de plus en plus de son intimité. Donc, ça va être dans la posture, dans notre façon d'être, dans nos gestes, dans nos mots. Les gens sont très surpris quand j'explique que durant toute la séance, on fait attention à tout, on fait attention aux mots, on fait attention à la posture, on fait attention au regard, on fait attention à l'intonation du ton, c'est tout le temps, parce qu'on va se dire, ah, tiens, là, j'ai entendu qu'il avait dit ça tout à l'heure, là, maintenant, il vient de dire ça, hop, c'est une contradiction, je vais lui dire ça, je vais voir sa réaction, et puis, hop, suivant sa réaction, on va partir sur autre chose, ou non. Voilà, notre cerveau est en permanence en train d'analyser. Et d'interpréter, oui, c'est vrai. Et les gens me regardent et ils disent, ah bon? Ouais. Ouais. Je ne sais pas si Fatim a eu des... Alors non, tu m'as dit que tu avais des adolescents, mais oui. J'ai eu quelques personnes qui font des études de psychanalyste, donc qui suivent une psychanalyse. Oui. Et donc, du coup, c'est plus une psychanalyse didactique où je leur explique, voilà, en fait, la séance, voilà, j'ai fait ça. Et ils me disent, ah bon? Mais je ne l'ai pas vu. Je dis, ouais, oui, vous ne l'avez pas vu, mais c'est ce qui se passe durant une séance, quoi. Le psychanalyste analyse en permanence.
même dès qu'il vous voit. Dès qu'il vous a au bout du fil, dès qu'il vous voit, hop, il a déjà analysé plein de choses. Sans pour autant qu'il y ait du jugement. Voilà, sans pour autant qu'il y ait du jugement, mais il analyse pour se dire, tiens, pourquoi pas, j'irai là. Et en fait, on va utiliser aussi, parce qu'on en parle, du contre-transfert. On va l'utiliser. Alors, les gens vont me dire, ah bon, on utilise le contre-transfert. Et oui, on utilise le contre-transfert parce que les gens qui ne veulent pas parler, notamment les enfants, les adolescents qui ne parlent pas, c'est compliqué, on va utiliser ce contre-transfert et aussi dans les gros traumatismes pour créer ce lien, en fait. Sans le contre-transfert, on ne peut pas avoir d'empathie, on ne peut pas avoir... et il faut en avoir de l'empathie pour créer ce lien, pour avoir pour être ce contenant qui va transformer l'émotionnel de l'autre et puis toutes les pensées qu'il y a pour qu'il puisse être apaisé. On peut creuser un petit peu là-dessus. Est-ce que tu peux expliquer vraiment qu'est-ce que c'est le contre-transfert? Ah oui, pardon. Autant pour moi. Le contre-transfert, en fait, c'est le praticien qui va mettre ses émotions, qui va mettre ce qu'il a vécu sur l'autre, sur le patient, en fait. Le transfert, c'est le patient, ce qu'il va mettre il va projeter sur le praticien. Et le contre-transfert, c'est ce que le praticien va imaginer ce que l'autre peut ressentir. C'est un petit peu un regard en miroir, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est un regard en miroir et c'est ce qui crée le lien d'accompagnement d'une psychanalyse. Mais c'est vrai qu'il y a un danger avec ce contre-transfert. Il faut l'utiliser avec parcimonie et puis voilà, il ne faut surtout pas le laisser courir. Donc le danger, il est permanent pour le praticien comme pour le patient. Et c'est pour ça que je répète qu'il faut être supervisé. Exactement. Il faut être encadré pour éviter de faire n'importe quoi. Et ça se passe comment donc, le fait là, d'être encadré, c'est par un autre psychanalyste? Oui, c'est bien ça, oui. Et après, c'est aussi une particularité du métier de psychanalyste, c'est la supervision tout au long de l'exercice de la profession. Quel est-il en fait ce psychanalyste qui vous encadre? Comment il est choisi ou... C'est, en tout cas pour ma part, vu que moi je suis d'obédience freudienne, c'est un psychanalyste didacticien, donc qui a depuis plusieurs années qui exerce, qui peut être choisi par son institution à cette place-là. Et on se doit de le rencontrer, je ne sais pas comment ça se passe de ton côté, Céline, mais plusieurs fois par an, surtout lorsqu'on débute. Et autant pour parler de soi que pour parler de la patientèle que l'on rencontre et des difficultés ou des questionnements qu'on a vis-à-vis de celle-ci. Oui, effectivement, moi, je le rencontre une fois par mois. Voilà, alors moi, je l'ai choisi, il est à la retraite. Elle est à la retraite, c'est une femme. Et ça a été, voilà, j'en ai fait plusieurs jusqu'à trouver celui avec qui qui matchait, quoi, en fait. Ouais. Voilà, c'est comme tout, hein. C'est un lien que l'on crée et c'est quelqu'un qui, effectivement, va pouvoir nous faire prendre du recul avec certains patients, justement, pour nous dire, ah, attention, là, peut-être qu'il est en train de se jouer quelque chose qui n'est pas bon ni pour le patient, ni pour toi. Ouais. Donc, il faut que tu retournes en thérapie parce que là, tu es en train de toucher des blocages, des croyances, des peurs et qui ne sont pas bonnes pour le patient, quoi. Ou pour soi-même. C'est vrai que autant on a été en analyse et qu'on est amené qu'on pratique, mais c'est pas pour autant qu'on a tout réglé sur soi. Donc parfois il y a certaines situations, il y a certains patients qui vont toucher à quelque chose là, comme ça, quelque chose d'inconscient, de profond et auquel on ne s'attendait pas, qui va réveiller certaines choses. À ce moment-là, on se rallonge, on va voir son analyste et on travaille ça. Et du coup, j'ai une question par rapport à ça. Comment est-ce que vous faites aussi pour rester équilibré dans vos vies et donc pour pouvoir après donner votre attention et toute votre énergie à vos patients?
Alors ça aussi, ça fait partie du métier. C'est ce que je dis aux futurs psy. C'est que il faut y compter dessus parce qu'il faut être physiquement et psychiquement bien. Donc, il y a tout un travail, effectivement, en dehors des séances, au niveau du corps, avoir un équilibre de vie quoi, pour soi. Donc, moi, de mon côté, je fais beaucoup de danse, de la peinture. Ça, c'est pour vraiment l'expression et mon équilibre. Je fais du sport pour que mon corps physique soit au top. Et je mets aussi une barrière dans le fait où, malheureusement, quand on est psy, les amis, les gens ont tendance à penser qu'on peut faire de la psychothérapie n'importe où. Non, déjà non. Genre, je dis toujours, je prends l'exemple, je veux dire, vous n'allez pas demander à un chirurgien de vous opérer dans la rue. Hein. Si, c'est pareil. Donc, non. Donc là, c'est vraiment, là aussi, il y a tout un travail de dire, non, là, je ne suis pas psy, je ne vais pas t'analyser, je vais rien te dire. Et ça, c'est un peu compliqué au début. Après, mais au début, moi, ça a été, je ne sais pas si Fatim, mais ça a été Oui, compliqué. ouais, c'est pareil. Ça continue un petit peu. Après, c'est plus fort qu'eux, ils font pas attention, ils se rendent pas compte en fait. Moi là, il y a aussi quelque chose qu'on met en place quand on est analyste. Je pense que de ton côté c'est pareil. C'est ce que tu veux dire, c'est de protéger son appareil à penser. Donc oui, se protéger et pour pas se laisser envahir aussi par la famille, par les questions des amis et demander d'être toujours. En fait, c'est comme si on était des fois à disposition. Ouais. Oui, voilà. Sans pour autant être dans la toute-puissance, on n'est plus nous, on est comme une entité pensante et qui va dire et qui va répondre aux questions de la personne sur une certaine problématique. Et ça aussi, c'est un endroit où on doit faire comprendre à notre entourage que non, en fait, que c'est un métier, c'est une façon d'être, de pratiquer, mais c'est pas. Et puis, je Voilà. suppose que quand vous connaissez la personne, c'est différent aussi, peut-être, non? Vous n'avez pas le recul nécessaire? C'est à éviter surtout. On peut donner des Ouais. conseils parce que c'est pas pour autant que du jour au lendemain, on va plus se parler entre amis, on va Ouais. plus dire telle ou telle chose. Mais en tout cas, ce sera pas une pratique, une thérapie ou quelque chose comme ça. Et concernant le télétravail, dont on parle beaucoup maintenant, est-ce que c'est intéressant dans votre profession? Quels sont les avantages et les inconvénients? Moi, je n'y vois pas forcément personnellement d'inconvénients. Ça va être par rapport à la sensibilité des gens, s'ils préfèrent être en direct ou ils s'en moquent. Moi, je ne vois pas de différence. Il y a le lien qui se crée, il y a les émotions qui passent à travers la vidéo. Moi, je fais d'art-thérapie aussi en vidéo. Ça ne me bloque absolument pas. Donc, moi, je trouve ça génial justement parce que ça élargit pour les personnes le choix de son praticien et de pouvoir du coup avoir accès à certaines thérapies qui n'auraient pas eu accès parce que c'est trop loin, parce que pour X raisons. Et puis il y a des personnes aussi qui n'ont pas envie de sortir de chez elles. J'en ai eu, c'est pour ça que je le dis, qui ont peur. Et du coup, c'est un premier pas pour ensuite amener la personne à pour aller sortir de chez elle. Enfin, vous voyez, moi, je trouve ça génial. Je trouve qu'au contraire, c'est le bon côté de cette crise sanitaire qui nous a frappés. D'accord, mais il y a peut-être des choses à adapter. Je suppose que vous ne travaillez peut-être pas de la même façon en télétravail ou comme ça en cabinet. Je travaille de la même façon. Ah ouais. Je suis pareil. Bon, le truc, c'est que je me suis acheté une bonne caméra et un bon micro, histoire que le son et l'image soient nets. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai un tableau, des fois, où j'écris. Je me lève, pareil, je m'assois, je fais les choses. Enfin, moi, honnêtement, ça ne m'a pas du tout dérangé. Enfin, je veux dire, c'est exactement la même chose. Après, j'ai une question par rapport à... Alors, quels sont les aspects les plus ingrats du métier ou bien quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer? Alors les difficultés, l'analyse.
en elle-même, avant de pratiquer, la souffrance, hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'être en analyse, c'est affronter sa souffrance. Donc ça a été une difficulté. Après, peut-être par rapport aux autres psys, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un côté ingrat? Je ne sais pas, mais la considération en fait qu'aujourd'hui, les autres psys peuvent avoir de la psychanalyse. Et puis sinon, dans la pratique, pour ma part, non. Il n'y a pas ce côté-là. Alors, moi, c'est le côté où, des fois, alors peut-être pas ingrat, mais il faut quand même savoir qu'effectivement, on reçoit les émotions des gens. Et moi, il m'arrive de pleurer en fin de journée pour vider tout ça parce qu'on reçoit quand même effectivement la souffrance des gens. C'est lourd, c'est très lourd ce qu'on entend. Et donc, ouais, parfois c'est violent même ce qu'on entend. Nous, on reste solide hein, parce qu'on ne s'écroule pas devant les gens, il n'y en est pas question, sinon ça serait catastrophique pour eux. Donc on reste solide, mais on reste quand même des êtres humains. Donc à la fin de la journée, ouais, il m'arrive parfois de pleurer un bon coup pour vider tout ça. Et j'ai mon petit rituel justement. Et ça, c'est aussi important, je trouve, où voilà, là, je rentre dans mon cabinet, je suis la psychanalyste, et je sors et allez, je coupe, quoi. Je coupe entre chaque patient, je coupe à la fin de la journée. Mes petits rituels pour dire au mental, ouf, allez, tu te vides. Et ça aussi, il faut quand même... alors, Fatih me disait voilà, que les patients arrivent à nous, et ça, c'est vrai, et ça, tous les psys vous le diront, tous les psychanalystes en tout cas vous le diront. Bizarrement, on a un style de patient, même si on ne les a pas choisis. Exactement, c'est les gens Voilà. qui communiquent entre eux. Voilà, et tous, ils vous diront ça. Moi, j'y croyais pas. Et même quand on vous dit, quand vous êtes prêt psychologiquement, quand vous êtes prêt, quand vous vous sentez légitime, les patients arrivent. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et pareil, le style de patient, on ne les choisit pas. Et on s'aperçoit que c'est les mêmes patients. Moi, j'ai des patients qui ont des vécus très, très lourds et des pathologies lourdes. Ouais, au début, on se dit, oulala, là là, dans la tête, c'est le feu. Les patients ne le voient pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas dire aux patients que ah ben non, j'ai jamais eu de pathologie comme ça et je ne sais pas faire. Non, parce qu'il vous a choisi, parce qu'il a pris des heures, parce qu'il a pris peut-être des jours, des mois pour choisir son praticien. Donc, vous n'allez pas lui dire non. Et c'est à vous à aller lire les livres, à aller voir d'autres confrères qui ont eu ce style de pathologie, avec votre superviseur, enfin, vous voyez, à faire tout ce travail. Et ça aussi, hein, on étudie à vie. Enfin, tant qu'on est... voilà, Fatime, voilà, elle confirme. Tant qu'on on reçoit des patients, on va étudier. C'est comme ça. Donc, on lira tout le temps. Effectivement, je n'ai pas parlé tout à l'heure des livres, mais je vais avoir 6 ou 7 livres de différentes pathologies, les différents trucs et tout de chevet. Voilà, ça fait partie du métier. Exactement, ouais. On est en formation constante. Après, je pense que si on a choisi aussi ce métier, c'est parce qu'on aime apprendre. On aime ça, vraiment. On aime lire, on aime découvrir et aider, bien entendu. Tout à l'heure, Rachel, tu disais quelles sont les qualités du psychanalyste. Céline, tu l'as dit, quoi qu'il en soit, c'est effectivement, ça va être l'écoute, beaucoup d'écoute, d'observation. Ça, c'est des outils. De toute façon, c'est de langage. C'est la parole de l'analysant. On va vraiment s'appuyer dessus et beaucoup d'écoute. Donc ça, c'est la première chose. Et après, est-ce que vous avez des conseils particuliers? Parce qu'en fait, toutes les deux, vous avez un parcours différent. Je pense que ça va être différent après chez d'autres psychanalystes aussi. Mais par exemple, je me souviens, on avait vu avec les enseignants, on pouvait donner comme conseil peut-être aux jeunes qui s'intéressaient au métier, avant de passer les concours, CAPES, etc., peut-être d'avoir une expérience d'enseignement, soit à l'étranger, en tant qu'assistant, ou voilà, ou voilà, tout simplement en tant que vacataire
en France. Est-ce que là, vous auriez des conseils précis, peut-être orienter un petit peu les jeunes qui s'intéressent à ce métier, ou peut-être des idées de lecture aussi à donner? Des idées précises, non. Enfin, ce qu'il y a de bien dans le métier de psychanalyste, c'est qu'il n'y a pas de voie royale. On n'est pas obligé d'avoir le bac pour arriver en analyse, devenir analyste. Donc ça, il suffit d'être soi et de vouloir apprendre à se connaître pour ensuite pouvoir accompagner d'autres personnes sur ce chemin-là également. Lire, ça c'est le conseil, c'est lire vraiment, c'est s'intéresser à tout et à tout le monde parce qu'il y a tellement, il y a une grande diversité d'individus et donc de souffrances. Les personnes vont arriver avec leurs histoires. Alors plus on saura sur la vie en général, sur les pathologies, sur la société aussi, parce qu'il y a des personnes qui vont arriver, qui vont dire, écoutez, moi j'ai tel problème, si on n'en a pas entendu parler, on va aller chercher. Mais c'est vrai que en amont, si on sait un peu de quoi la personne parle, ça peut être intéressant. Voilà, ouais. En termes d'empathie, savoir ce que peut ressentir une caissière comme un pilote d'avion, enfin, Est-ce que vous auriez des titres de livres là sous la main ou... C'est une bonne question. Savoir par où commencer. Alors, on va être honnête, moi je parle pour moi, des livres de psychanalyse, c'est très lourd. Ouais. Le vocabulaire est très lourd. Moi, je me rappelle au début, quand j'ai commencé à lire, même les articles et tout, je me reprenais à 3 fois la phrase pour la comprendre, parce que c'est un vocabulaire et que c'est lourd. Et les gens en ont peur, alors que c'est que du vocabulaire. Mais c'est vrai que c'est lourd à lire, si on n'a pas le vocabulaire. C'est difficile à vulgariser, je pense, c'est ça? Je trouve, alors c'est pas difficile à vulgariser, mais si on n'a pas les définitions des mots, on comprend rien. Et comme ce sont des notions, il faut comprendre la notion pour comprendre le mot. Et comme la notion fait appel à des blocages, à des peurs, à des angoisses, des fois, cette notion, on va prendre quelques mois pour pouvoir l'intégrer et la comprendre. Voilà, c'est le plus dur. Le plus dur, c'est pas d'apprendre, c'est pas de... Non, ça va être vraiment, là, dans ce métier-là, dans ces études-là, c'est d'intégrer la notion pleinement et la comprendre. Et là, moi, il m'est arrivé durant mes études, pendant 6 mois, de ne pas pouvoir toucher un livre, de ne pas pouvoir toucher et pas pouvoir faire les devoirs, pas pouvoir... parce que j'étais bloquée. Enfin, voilà, là, il fallait que je dépasse des blocages intérieurs. C'est le plus dur dans ces études. C'est le travail sur soi. Ouais. Et quoi que vous touchiez, ça fait appel à vous, à votre inconscient. Enfin, ça remue. C'est le plus dur, hein, parce que d'apprendre et de régurgiter ce qu'on a appris, il y a quand même, il faut le faire. Mais le plus dur, c'est d'intégrer. Là, on intègre une notion. Et cette notion parle de soi, de peur, de croyance, d'angoisse. Et ça, c'est compliqué. Des livres, pas de psychanalyse. On ne lit pas, sinon on se fait peur. Plutôt... des livres... des magazines de psychologie déjà. Et même des fois, pour commencer, quand tu es au lycée, tu es au collège, faire les petits QCM là, dans les magazines de psychologie, tout le monde le fait. Ouais. Répondre aux questions et tout ça, ça entraîne déjà, c'est pas mal les magazines de psychologie. Et après, il y a aussi des petits ouvrages où il y a marqué les nuls, psychologie pour les nuls, les choses comme ça. Oui. Donc, c'est une première approche. Voilà, il ne faut pas commencer par Freud, du genre. Voilà. Ou alors Freud pour les nuls. Oui, parce qu'il a été fait aussi. C'est chouette, ouais. Ouais. Alors, si on parle de lire, du coup, j'ai envie de vous parler aussi d'écriture. Est-ce que l'écriture peut aider dans la connaissance de soi? Et si oui, est-ce que vous avez des conseils là-dessus? Mais oui, l'écriture, bien sûr. Évidemment. Là, c'est... Alors moi, ce que je conseille, c'est on laisse tomber tout ce qui est les règles de l'écriture et on sort ce qu'on a envie de poser. Et parce que c'est le départ. Le départ, c'est on sort ce qui est à l'intérieur de nous, on va le poser par écrit. Et ensuite, petit à petit, viendra, OK, peut-être qu'il faut que je le structure, peut-être. Mais au départ, non.
on s'en fout de s'il n'y a pas de point, s'il n'y a pas de virgule, s'il y a un verbe, s'il n'y a pas de verbe. Moi, ce que je conseille, c'est on laisse tomber tout ça et on sort. On sort ce qu'on a envie de sortir. Et ensuite viendra le temps où on va cadrer, où on va mettre toutes les règles. Mais je trouve que c'est plus intéressant de partir comme ça que de partir sur les règles, sur dire, bon, là, il n'y a pas de verbe, là, il n'y a pas de virgule, il faut que je mette un point, ou là, il faut que je mette... Non, parce que ça empêche la créativité. C'est un petit peu comme en séance, c'est la parole libre. Tu dis ce qui te passe par la tête et après, c'est au psychanalyste de faire son taf, d'associer et de pouvoir interpréter. Donc, je suis assez d'accord avec toi, Céline, c'est se lâcher. Voilà. Et puis, si le moment où il faut structurer arrive, ça arrivera. Alors, j'en viens à vous poser la question centrale du podcast. Pourquoi le littéraire et les littéraires sont-ils importants dans une société? Ils sont très, très, très importants. Très, très, très importants. C'est parce qu'ils autorisent, ils permettent la création, ils permettent de sortir du cadre. C'est extraordinaire. C'est pour ça que je dis, c'est d'abord on sort, on fait les choses, puis après on va y mettre petit à petit un cadre et tout. Mais le littéraire va permettre aussi d'aller toucher des émotions, d'aller toucher des choses profondes et de vibrer. Et ça, c'est hyper important pour l'épanouissement, pour le bien-être. C'est quand même toutes les œuvres littéraires. Et moi, personnellement, j'intègre aussi dans les œuvres littéraires l'art. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir vraiment vibrer. Et aujourd'hui, on parle d'addiction, on va parler de tout ce qui est aussi l'attachement. Ouais, mais parce que on donne à l'autre, aux personnes, le pouvoir de pouvoir nous faire vibrer, quoi. Alors que si, eh bien, avec la littérature, avec toutes les œuvres littéraires, on va pouvoir vibrer, on va pouvoir aller vivre des choses à l'intérieur de soi. Donc, du coup, on sera moins dépendant parce qu'on aura vibré, on aura vécu des choses, on vivra des choses régulièrement et on saura aller les chercher. Donc, pour moi, c'est vital même. Les littéraires ont cette sensibilité qui font qu'ils pensent le monde autrement, qu'ils perçoivent la réalité aussi différemment et comme il faut de tout. Et donc, c'est une manière de promouvoir, de promouvoir une autre manière de penser ce monde. En fait, là, c'est des redites, mais je pense que Céline a dit le fond de ma pensée aussi. Et alors, on constate que les filles sont plus facilement orientées vers les études littéraires plus que les garçons. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Justement, ça a à voir avec cette sensibilité et avec le fait aussi peut-être d'avoir plus besoin de s'évader, de se créer un espace de liberté qu'un garçon va peut-être plus avoir besoin de concret. Encore là, ce que je dis, c'est très genré. Mais c'est vrai que ça part d'un constat, c'est factuel. Mais et ça a toujours été, en fait, je pense, et du coup, ça perdure, mais ça a tendance à changer. Et je pense qu'à un moment donné, ça va certainement se rééquilibrer s'il faut que ça le soit. Peut-être que oui, les garçons ont peut-être besoin de plus de certitude, et ce qui apporte les sciences. C'est tout à fait ça, Fatine. Tu as bien dit le terme. La société est genrée. Et même si aujourd'hui ça a tendance à changer, ça reste quand même ancré en nous. Oui. Que ce soit les femmes, on a beau dire, mais ça reste ancré en nous et ça reste ancré dans la tête des hommes. Et quand on les a en thérapie,
ils parlent beaucoup plus que les femmes. Ils se mettent à nu, moi je trouve, plus facilement que les femmes quand on a dépassé les blocages. Et c'est eux que j'allonge beaucoup plus souvent sur le canapé que les femmes. Ouais, comme quoi. Comme quoi. Voilà. Il leur fallait cet espace de liberté, vraiment. Mais c'est ça, en fait. Ils sont en demande, hein. Ils sont vraiment en demande. Ah, c'est intéressant ce que vous dites là. Alors, pour terminer, je voulais vous demander donc à chacune comment vous voyez votre avenir professionnel, quels sont vos projets, quelles sont aussi les évolutions qui touchent ou qui vont toucher votre métier. Je pense que la psychanalyse a tout intérêt à évoluer en même temps que la société. Alors là aussi, je suis d'accord avec Fatine. Il faut faire évoluer la psychanalyse. La psychanalyse, c'est génial. Ça a été une très, très belle rencontre. Enfin, j'ai vraiment énormément avancé grâce à elle. Maintenant, il y a les neurosciences qui ont fait des découvertes et je pense que c'est bien de l'intégrer. Oui. Voilà. Et moi, dans mon futur, moi, c'est ce que je veux, c'est promouvoir cette psychanalyse qui a évolué parce que quand je vois justement, les gens ils me disent « Ah, mais en fait, c'est pas du tout comme j'imaginais. » Et non, parce que forcément, le psychanalyste qui est comme ça, qui est très austère et qui, derrière son fauteuil, avec son stylo, son papier, et puis la personne allongée, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas comme ça. Il y a notamment sur, je crois que c'est France 5 ou Arte, je sais plus, en analyse, la série, où c'est caricatural. Enfin, je veux dire, il y a des fois, mais c'est pas comme ça réellement que ça se passe. C'est très caricatural, même si elle est géniale, la série, y a pas de... mais c'est quand même caricatural. Donc, je pense il faut faire évoluer l'image, il faut la faire rentrer, comme je dis, dans le 21e siècle. C'est ça. Parce qu'elle a encore beaucoup de choses à apporter. Peut-être par contre que la série a aidé des gens à franchir le pas, même si après ils vont se rendre compte que ça se passe différemment. Mais oui, voilà, effectivement, voilà, mais ça reste quand même, comme toutes les séries, ça reste naturel. Mais ouais, il faut dépoussiérer, je pense, la psychanalyse. Et ça contredit, en faisant ça contredit en rien les fondements de la psychanalyse, en tout cas pour ma part. Ce n'est pas parce qu'elle évolue que ça veut dire que tout ce qui a été théorisé par Freud, Lacan est oublié. Non, c'est qu'on évolue et puis je pense que l'homme, de toute façon, est voué à s'adapter. Et s'il ne s'adapte pas, c'est ce qui peut arriver. Donc, en allant dans ce sens-là, il faut qu'elle évolue aussi, qu'elle s'adapte. Alors, pour aller plus loin, est-ce que vous avez un site internet ou une page Facebook ou une chaîne YouTube où on peut voir un petit peu ce que vous faites? Alors, je ne sais pas toi, Céline, au jour d'aujourd'hui, je n'ai rien de tout ça pour l'instant. Non. Non. Moi, j'ai tout ça. C'est en cours de développement. Mais vas-y, je te laisse du coup. Alors, parce que moi, je suis, moi, c'est mes enfants peut-être qui m'ont poussé aussi là-dedans. Mais effectivement, moi, j'ai un site internet, donc c'est celino-thérapeute.com. J'ai une chaîne YouTube qui est Céline Psychanalyste. J'ai les réseaux sociaux, j'ai TikTok, j'ai Facebook, j'ai Instagram, Céline Psychanalyste. Donc on va épeler peut-être ton nom de famille. Ouais, pardon. Céline, C-E-L-I-N-E, et No, c'est N-A-U-D. Oui. Psychanalyste. Donc, où vous trouverez, j'exprime, je donne mon avis, j'interviens sur des phrases que j'ai entendues en thérapie et qui me font bondir. J'ai des choses que je vois sur les réseaux qui me font bondir aussi. Donc, je donne mes réactions. Des fois, je donne aussi par rapport aux patients ce qu'on a fait, parce que ça peut aussi interpeller. Moi, mon but, c'est vraiment d'interpeller les gens, de les faire réfléchir, de les faire penser différemment, de changer de vision les choses. Je n'impose rien, c'est juste une façon de voir les choses. Et sur la chaîne YouTube, ça va être des exercices pratiques. Et du coup, ça va être quoi comme exercice pratique?
Alors, ça va être c'est de l'art-thérapie, de la sophrologie, essentiellement. Puis, j'ai un petit truc qui s'appelle De vous à moi, où là, c'est des interrogations que j'amène à la réflexion, les gens. Voilà. C'est Dire, sympa. on réfléchit, on se positionne, et tiens, si je changeais de point de vue, est-ce Oui. que ça m'interpelle? Est-ce que, voilà. Le but est toujours de faire réfléchir et d'emmener une vision différente. Donc, c'est intéressant pour les gens pour découvrir un petit peu. Ouais, pour découvrir la psychanalyse, pour découvrir effectivement qu'est-ce qu'on y fait, la psychanalyse d'aujourd'hui qui a évolué, et pourquoi pas effectivement ensuite pousser la porte d'un psychanalyste et voir ce qui va en découler derrière, c'est une grande aventure de faire une analyse, mais en tout cas, on en ressort changé. Il faut faire un premier pas aussi déjà. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Le premier pas, c'est de prendre rendez-vous. C'est Oui. 50%. Voilà. Mais on a l'habitude. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui prennent rendez-vous puis qui ne viennent pas et puis qui vont prendre des excuses et puis ça fait partie du métier, ça on le sait. Ça fait partie des résistances. Et puis, en tant que psychanalyste aussi, on est amené à collaborer avec d'autres professionnels de santé et le dire aux patients que ce n'est pas une trahison, que d'aller voir d'autres personnes pour soulager ses souffrances, pour être dans le bien-être, c'est aussi une possibilité. Oui, je pense qu'on a bien compris à travers ce que vous avez dit que chacun doit trouver finalement la personne qui lui correspond. C'est ça. Il faut que ça matche. Voilà. Ouais. Ok, bon, on a dit beaucoup de choses. J'espère qu'on a dit l'essentiel déjà. Je vous remercie beaucoup toutes les deux. Et puis, Merci à toi. Merci Rachel de nous avoir invités. À bientôt. À bientôt.